Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Anne-Sophie Seban et j'ai l'honneur ce matin de coprésider avec Bernard Chelcha la première session du tribunal Ressel en charge de traiter la situation au Burundi. Le tribunal aura pour tâche de déterminer si oui ou non les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui visent le gouvernement du Burundi sont vrais. Et cette session en particulier s'attachera aux crimes contre l'humanité. En partant de faits soumis ou établis après enquête, seront abordés la nature des crimes commis, les responsabilités politiques et judiciaires, ainsi que les questions liées à l'opérationnalisation d'une justice universelle, droit universel versus droit des États, responsabilité de protéger, objectifs, difficultés, écart entre vie brisée et intérêts politiques des États. Nous entendrons des enquêteurs, des avocats, des experts et des témoins. Les travaux du tribunal seront fondés sur le droit international. Et nous entendrons donc dans un premier temps un rapport général sur la situation du Burundi. Nous écouterons ensuite l'accusation. Et enfin, la parole sera donnée à la défense. Et au terme de nos travaux, le jury livrera ses premières conclusions. Avant de poursuivre, j'aimerais juste rappeler que nous avons un temps très limité. Et je demanderai donc à chaque prise de parole de respecter le temps imparti qui sera de 5 minutes. Et je demande donc maintenant à M. Dupaquier, écrivain, de nous rejoindre et de nous livrer son rapport général sur la situation au Burundi. Je vous remercie. On va essayer d'être très bref. La rapidité de la dégradation politique et de la sécurité au Burundi a surpris bien des observateurs. Après coup, on tente d'en identifier les racines les plus profondes et les plus lointaines. Le fondement de la crise est pourtant, bien évidemment, la prétention du président Nkurunziza à un troisième mandat en violation de l'accord de paix d'Arusha, qui paraissait constituer l'alpha et l'oméga du rétablissement de la paix, paix dont les Burundais avaient bénéficié depuis les années 2003. Arraché aux belligérants par un groupe de négociateurs où Nelson Mandela joue un rôle majeur, les accords d'Arusha sont signés le 28 août 2000 et le 10 janvier 2001, une Assemblée nationale de transition est élue. L'accord entre en vigueur le 1er novembre 2001. Il instaure une période de transition de 3 ans. Des aménagements ultérieurs permettent d'intégrer le mouvement rebelle du CNDD-FDD. Finalement, en 2005, le principal chef du dernier mouvement rebelle notable, Pierre Nkurunziza, est installé président par le Parlement et non pas élu au suffrage universel comme prévu initialement. La Constitution issue de l'accord de paix d'Arusha limite le nombre de mandats présidentiels à 2 de 5 ans chacun, comme on sait. Pierre Nkurunziza argue que son premier mandat, n'étant pas issu du suffrage universel, n'est pas concerné par l'accord de paix ni par la Constitution. Cette polémique ne peut masquer une réalité politique et sociale majeure. Pierre Nkurunziza a mis en place une gouvernance fondée sur la corruption, la gabegie, la prévarication, le népotisme, l'incurie. Il prend de plus en plus de liberté par rapport à la lettre et à l'esprit d'Arusha. Le Burundi s'enfonce dans la pauvreté alors que quelques hiérarques se partagent les richesses du pays. Depuis longtemps, les dirigeants des partis d'opposition, la plupart des représentants de la société civile, la conférence des évêques catholiques expriment, chacun à sa façon, le fait que les Burundais veulent voir Pierre Nkurunziza quitter le pouvoir. Ce rejet a même gagné une partie de la mouvance présidentielle, dont certains notables, qui subiront aussitôt ou ensuite le courroux du président. Ainsi, le général de division Godefroy Niyombare démis de ses fonctions de directeur général du service national des renseignements le 18 février 2015, et le major général Adolphe Nshimirimana qui finira par payer de sa vie ses contorsions. Le 25 avril 2015, les frondeurs du CNDD-FDD sont écartés ou intimidés, au terme d'un congrès où le président Nkurunziza abat enfin ses cartes. Il sera bien candidat à l'élection présidentielle de 2015. Cette date inaugure une série de manifestations violemment réprimées. Le 26 avril, les organisations de la société civile se sont unies sur le thème « Halte au troisième mandat ». À Bujumbura,
les protestataires tiennent la rue dans les quartiers de Musaga, Mukakura, Sibichoke, Nyakabiga et Ngagara. Très vite, la fronde gagne les provinces, notamment Muyinga. En face, le régime instaure la terreur. La police n'hésite pas à tirer à balles réelles sur des manifestants non armés, y compris des enfants. L'enquête que mènera Amnesty International en mai et juin 2015 conclut que la police burundaise a eu recours à la force meurtrière de façon excessive afin de réduire au silence tous ceux qui s'opposaient au troisième mandat de Nkurunziza. De nombreux témoins observent aussi la connivence entre la police et les milices Imbonerakure qui opèrent sous uniforme des forces régulières. La crise institutionnelle atteint son paroxysme le 13 mai 2015. Ce jour-là, le président Nkurunziza participe à un sommet d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam. Croyant bénéficier de la complicité du chef d'état-major des armées, le général Godefroy Niambare tente un coup d'État avec un petit groupe d'officiers supérieurs de l'armée et de la police. Il annonce sur les radios privées la mise en place d'un comité national de salut qui aiderait à remettre le pays sur la bonne voie. Sa tentative échoue rapidement et le régime en profite pour faire détruire les radios indépendantes et monter d'un cran le climat de terreur. Le 23 mai, l'assassinat d'un dirigeant de l'opposition politique, Zedi Feruzzi, et de son garde du corps amène l'opposition à se retirer du processus de négociation politique avec un gouvernement qui cherche dorénavant à criminaliser toute expression de liberté d'expression et de manifestation. Le processus de terreur atteint un nouveau degré avec le harcèlement d'opposants supposés dans les régions rurales qui pousse des dizaines de milliers d'habitants à prendre la fuite vers les pays voisins. Le 1er juin, 2 importants membres de la Commission électorale nationale indépendante quittent également le pays. Et les 25 et 28 juin, ce sont le 2e vice-président du Burundi et le président de l'Assemblée nationale qui prennent à leur tour la fuite. Ce processus d'émigration politique ne s'est jamais démenti et on compte aujourd'hui environ 200 000 réfugiés, surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées, même si ce ne sont pas ceux qu'on entend le plus. Face à une société civile bâillonnée, une capitale frappée de terreur, Pierre Nkurunziza a bien évidemment été réélu triomphalement dès le premier tour pour un 3e mandat le 21 juillet 2015, avec pratiquement 70% des suffrages exprimés. Principal opposant Agathon Rwasa, qui représentait une coalition d'opposition, arrive en 2e position avec pratiquement 19% des suffrages, une situation qui lui permettra de négocier son ralliement au régime et à ses prébendes. La mission d'observation de la communauté est-africaine a jugé que le scrutin n'avait pas répondu aux normes d'une élection libre, équitable, pacifique, transparente et crédible et dénoncé le climat, dit-elle, d'angoisse. Et les restrictions aux libertés, c'est une litote. La communauté internationale dans son ensemble, à l'exception de la Russie et de la Chine, estime que les conditions n'étaient pas réunies pour des élections crédibles et l'Union européenne a retiré sa mission d'observation. L'élection, entre guillemets, triomphale de Pierre Nkurunziza n'a pas diminué et encore moins fait disparaître le climat de terreur et d'assassinat. Le dimanche 2 août, c'est l'assassinat de Adolphe Nshimirimana et, soi-disant par mesure de rétorsion ou par effet d'aubaine, on a du mal à employer les termes qui conviennent, l'assassinat du colonel Jean Bikomagu le samedi 15 août. Sans doute cet ancien chef d'état-major de l'armée burundaise qui s'était opposé aux différentes rébellions entre 1993 et 2006 avait laissé un très mauvais souvenir, notamment à Nkurunziza. Le 11 septembre, c'est la tentative d'assassinat, là aussi avec beaucoup de guillemets, contre le général Prime Niyongabo. À chaque fois, on prétend arrêter des suspects, mais l'enquête piétine. On voit bien que ces assassinats, ou prétendues tentatives d'assassinat, sont ordonnés au plus haut niveau de l'État, s'inscrivant dans une stratégie de terreur. Un temps désorganisé par cette chasse à l'homme, les assassinats ciblés, le débauchage, la destruction des médias indépendants, etc., l'opposition s'est ressaisie. Fin juillet, elle s'est retrouvée en Éthiopie pour se réunifier et a créé le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi, en acronyme CNARED.
Léonard Diangomba en a été désigné président. Et de nouvelles réunions, y compris la dernière à Bruxelles entre le 9 et le 12 septembre, ont permis d'établir une sorte de feuille de route pour une sorte de gouvernement alternatif. Ce directoire a arrêté la stratégie globale à poursuivre et les moyens d'action. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas abuser de mon temps de parole, mais je voudrais finir en disant ceci. On voit bien que la communauté internationale a parfaitement saisi les enjeux de la situation au Burundi et des risques de guerre civile totale qui sont sous-jacentes à la décision du président de Nkurunziza de briguer un troisième mandat, et on le sent bien, un quatrième, un cinquième, etc., etc. Pourtant, cette communauté internationale tarde à prendre les mesures nécessaires qui permettraient à ce régime de disparaître. Évidemment, la première des mesures serait d'organiser une enquête du tribunal pénal international pour documenter les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes en tout genre commis par le régime pour tyranniser son peuple. Une autre mesure serait d'aller bloquer les fonds déposés par les hiérarques du régime dans différents pays, car après avoir pillé le Burundi, ils ont amassé des fortunes considérables qui semblent placées au Nigeria, en Afrique du Sud, au Qatar, dans différents pays de la communauté européenne. Je voudrais revenir sur une autre mesure qui est rarement évoquée, mais qui me semble devoir permettre la liquidation de ce régime. C'est qu'on rapatrie au Burundi tous les éléments des forces armées burundaises qui participent à des opérations de maintien de paix un peu partout en Afrique. Comment imaginer qu'un régime qui fait la guerre à son propre peuple puisse contribuer à la paix dans d'autres régions d'Afrique? Le retour de tous ces soldats, de tous ces militaires qui espéraient des situations profitables dans les opérations de maintien de la paix, évidemment, aurait un effet terrible sur le Burundi, y compris sur l'attitude des militaires à l'égard de ce régime qui ne dépend plus que de son monopole de la violence. Et enfin, bien sûr, l'action du tribunal de Bruxelles pour le Rwanda, action à laquelle je suis fier de participer modestement en rappelant ces éléments chronologiques et qui, là aussi, a le champ ouvert pour aider à la résolution de cette tragédie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Il a été chargé de nous apporter un éclairage sur les notions de crime contre l'humanité et crime de guerre. Dominique Sopo. Bonjour, bonjour à tous. On m'a, même si j'évoquerai rapidement, plus particulièrement, puisque c'est aussi l'objet de la séance d'aujourd'hui, demandé d'apporter des éclairages sur la notion de crime contre l'humanité, même si, encore une fois, j'évoquerai rapidement la question des crimes de guerre. La notion de crime contre l'humanité renvoie à des occurrences assez anciennes, puisque dès 1794, en France, par exemple, on parle de crime de lèse-humanité dans le cadre des débats sur l'abolition de l'esclavage, dans les débats qui ont lieu lors de la Convention nationale. Plus récemment, dans le langage international, cette notion de crime contre l'humanité existe de facto depuis 1915, lorsque la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont utilisé ce terme pour qualifier le génocide arménien en cours par le régime des jeunes Turcs, en sachant que la notion de génocide, n'existait pas encore, puisqu'elle a été forgée en 1944 par le professeur de droit Raphaël Lemkin. En 1945, cette notion de crime contre l'humanité commence à avoir une existence juridique dans le cadre des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il faut le rappeler qu'elle a fait plusieurs dizaines de millions de morts, et plus particulièrement les atrocités qui ont été concentrées sur les Juifs d'Europe, ainsi que les atrocités commises par le régime japonais. Il a été décidé d'instaurer des tribunaux internationaux pour juger des criminels de guerre autour de 3 crimes. Crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité.
c'est dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, qu'on connaît aussi sous le vocable d'accords de Londres, qui ont été signés le 8 août 1945, que le crime contre l'humanité est défini pour la première fois et entre dans le droit international. Et il est défini comme suit dans l'article 6C des accords de Londres: l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Dès lors, cette notion de crime contre l'humanité appartient aux concepts fondamentaux du droit, et notamment évidemment du droit international. S'il a cristallisé de nombreuses passions, cette définition, la définition de cette qualification, bien qu'initialement ancrée dans le contexte particulier de la Seconde Guerre mondiale et des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, servira de fondement à la condamnation de nombreux criminels, notamment à travers les jugements qui ont été prononcés par des tribunaux pénaux internationaux instaurés par l'ONU pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et le Sierra Leone. Le crime contre l'humanité est devenu un chef d'inculpation beaucoup plus large et mieux défini à travers le statut de Rome, adopté en juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002. Ce statut de Rome portait création de la Cour pénale internationale qui se distingue des tribunaux pénaux internationaux par le fait qu'il ne s'agit plus d'une juridiction ad hoc décidée par l'ONU pour des situations particulières et qui donc était censée juger des crimes définis dans le temps et dans l'espace. Il s'agit d'une juridiction permanente dont l'article 7 définit 11 actes constitutifs de crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont commis, je cite, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque. Ces 11 actes constitutifs sont les suivants: le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, la disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid, d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. À la lumière de l'article 7 et des textes qui le précèdent, 3 grands principes de droit international qui régissent le crime contre l'humanité peuvent être dégagés. Il peut être commis en tout temps, que ce soit en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix. Il est imprescriptible et personne ne peut échapper à la répression de ce crime, comme le note l'article 27 du statut de Rome, et donc bien évidemment tout dignitaire du régime, et y compris le chef de l'État, peut être accusé et condamné de crimes contre l'humanité. Une remarque d'importance concernant le crime contre l'humanité: cette notion consacre une primauté du droit international sur le droit national, puisqu'il peut s'agir d'agissements qu'ils soient légaux ou illégaux dans le pays concerné. Autre marque d'importance, puisque nous évoquons la Cour pénale internationale et donc l'ensemble des crimes que ce tribunal peut réprimer, en vertu de l'article 5 du statut de Rome, la compétence de la CPI concerne également des crimes qu'il ne saurait s'agir d'exclure dans le cas des événements en cours au Burundi, notamment les crimes de guerre, qui sont définis comme des infractions graves aux conventions de Genève de 1949
et au protocole de 1977 commises en période de conflit armé. Il s'agit ici de l'article 8 du statut de Rome. Le crime de génocide, qui est une forme particulière du crime contre l'humanité et qui s'en distingue par l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux comme tel. Il s'agit ici de l'article 6 du statut de Rome. Au-delà des modalités d'intervention de la Cour pénale internationale, qui ne peut être saisie que par un État membre, par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le procureur de la CPI, la Cour n'est compétente que si l'accusé est ressortissant d'un État parti au statut de Rome et si le crime a été commis sur le territoire d'un État parti au statut de Rome. C'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les dignitaires du régime burundais, puisque les crimes qui leur sont reprochés ont bien eu lieu sur le territoire du Burundi, un pays qui a ratifié le statut de Rome le 21 septembre 2004 et qui a donc accepté que tous les crimes postérieurs à cette ratification puissent relever de la juridiction de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. La parole est désormais à Monsieur David Gakunzi, président du Paris Global Forum, et Kenneth Feliot, avocat, en charge tous les deux de présenter les chefs d'accusation, c'est-à-dire les crimes commis et les règles du droit international applicables en la matière. Merci. Bonjour. Nous parlons ici d'un pays qui souffre le martyre depuis plusieurs mois maintenant. Chaque jour, c'est la même histoire. On arrête, on torture, on tue. Chaque jour, chaque matin, ce sont les mêmes images, des images de corps martyrisés, retrouvés, rejetés comme on jette des débris, des déchets. L'habitude de la torture, l'habitude du meurtre. Le meurtre comme l'essence même d'un régime politique. Violation massive des droits de l'homme, crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, comme on vient de nous le dire, selon le statut de Rome, dans son article 7. On a énuméré le meurtre, l'extermination, la déportation, l'emprisonnement, la torture, la persécution, les disparitions forcées. Tous ces éléments-là, on les retrouve dans ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. Harcèlement politique. Harcèlement politique centré sur les opposants politiques d'abord, sur les militants des droits de l'homme. Un exemple, Pierre Claver Mbonimpa, qui a été arrêté de nombreuses fois, qui a été victime d'un attentat où il a failli y laisser sa peau dernièrement. Harcèlement des journalistes. Aujourd'hui, on a plus de 60 journalistes qui sont en exil parce que menacés dans leur vie, menacés dans leur métier. Les médias qui ont été détruits. Harcèlement des opposants politiques. Meurtre contre les opposants politiques. Homicide. On a parlé tout à l'heure de Férouzi, mais la liste est très longue. Homicide aussi. Vous vous souvenez tous, ceux qui suivent de près l'actualité du Burundi, notamment de ce drame qui s'est passé le 14 mai à l'hôpital Boumrek, où les forces de l'ordre sont entrées dans l'hôpital pour achever des blessés. Crime contre l'humanité, mais aussi crime de guerre. Arrestation. Aujourd'hui, on dénombre plus de 1000 prisonniers politiques, emprisonnés dans les prisons de Muyinga, Ruyigi, Muramvya, Gitega, Ngozi, mais aussi dans des lieux non connus, emprisonnés dans un bar, le bar Iwabunabanu, qui appartenait au feu général Adolphe Nshimirimana, emprisonnés dans des lieux comme le bar Ndomboro à Manda, et dans d'autres lieux qu'on ne connaît pas, emprisonnés dans des lieux comme Shendadaye, l'ancien palais présidentiel. Torture. La torture est devenue une pratique presque courante, presque normale. On frappe, on humilie, on mutile. Vous entendrez tout à l'heure des témoignages qui sont terribles, indicibles presque. La torture, non seulement pour porter atteinte
aux prisonniers, mais au-delà des victimes pour porter atteinte à leur groupe d'appartenance politique ou même à leur groupe d'appartenance ethnique. Parce que parfois, dans les tortures, quand on torture les gens, on leur dit « Vous avez régné pendant 40 ans, vous les Tutsis, et donc pourquoi est-ce que vous vous plaignez maintenant alors que nous sommes en train de régner, nous sommes là depuis que 10 ans ». Et cela est important parce que, au-delà de tous ces actes-là, qui sont des actes organisés, qui sont des actes structurés, dirigés par un groupe, dirigé lui-même par Nkurunziza, le président Nkurunziza et son entourage, il y a toute une pensée. Il y a une vision du monde. On agresse ceux qui ne pensent pas comme le régime. Il faut les éliminer parce qu'ils ne pensent pas comme le régime. On agresse d'autres, pas seulement pour ce qu'ils pensent, mais pour ce qu'ils sont. Le président a utilisé souvent 3 termes qui sont terribles. Safisha, ça veut dire en swahili nettoyer. Terme repris souvent par les milices Imbonerakure en disant Turabamesa, Kumesa, c'est-à-dire nettoyer en Kirundi. Et on a entendu de la voix du président, dans certains cercles, dire Tuzo Karaba. Ça veut dire nous nous laverons les mains. On peut tuer et après on se lavera les mains. Comme si le sang peut se laver. Donc il y a une pensée qui est celle de l'élimination. Il y a une rationalité politique. Derrière ce semblant d'irrationalité, il y a un projet qui est un projet de nettoyage, qui est un projet de revanche, qui est un projet d'élimination. Une politique, une cohérence, des attaques systématiques contre des civils, des attaques généralisées. On n'en est pas encore à des milliers de morts, mais le statut de Rome le dit, ce n'est pas le nombre qui compte. Si ces actes sont répétés, si ces actes sont multiples, ils constituent en soi un crime contre l'humanité. Le Burundi vit aujourd'hui une situation terrible qui est un peu le résultat aussi de son histoire. Ce pays a connu 50 ans de crimes qui n'ont jamais été traités juridiquement. Et je crois qu'il nous appartient aujourd'hui de rompre ce cycle d'impunité, cette culture de l'impunité qui est toujours productrice d'inhumanité. Et je pense que c'est ça l'un des objectifs de ce tribunal Russell. Posons ensemble le premier pas pour qu'enfin justice soit rendue, parce que c'est quand on rend justice qu'on instaure le respect de la vie. Merci. Monsieur Kenneth Pelliho, avocat. Alors, je vais intervenir sur le fond du débat par rapport à l'article 7 du statut de Rome qui définit le crime contre l'humanité, pas en revenant sur ce qu'ont dit les divers intervenants en profondeur, mais sur l'opérationnalité. Il est très clair qu'en matière de droit pénal, lorsqu'on veut condamner quelqu'un ou déjà le juger, il faut déjà savoir de quoi on parle. Il est reproché à l'article 7, justement, du statut de Rome, qui définit le crime contre l'humanité, d'être un article fourre-tout, d'interprétation large. Or, à la lumière, justement, de la jurisprudence de la CPI, lorsqu'on parle de crime contre l'humanité, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de choses qui ont été jugées par divers tribunaux par rapport à la question du crime contre l'humanité. En particulier, sur la question, donc, de la discrimination. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Burundi? C'est qu'on choisit délibérément une partie de la population qui n'est pas d'accord avec le pouvoir. Donc le principe de la discrimination existe. Il y a également la question de l'hégémonie politique. Aujourd'hui,
au Burundi, nous avons un pouvoir totalitaire, totalisant, je dirais même tyrannique, qui muselle l'opposition, puisqu'on se rend compte qu'un certain nombre de radios ont été fermées, qui s'arrange pour que les personnes importantes dans le pays quittent le pouvoir, qui tue, et qui exerce sur la population une véritable chape de plomb psychologique et en fait un ensemble d'éléments avec des preuves à l'appui qui montrent bien que nous sommes dans une situation donc dictatoriale et je dirais de crime permanent. Alors, sur l'application de l'article 7 de la CPI, il est très clair qu'il faudra, au-delà des preuves qui existent à foison, démontrer que nous avons un pouvoir qui utilise un certain nombre comment dirais-je, d'institutions à l'intérieur du pays. Et nous avons vu, on peut voir très concrètement qu'on utilise la police, l'armée, pour soumettre la population et faire en sorte que l'opposition ne puisse pas avoir son mot à dire sur le fait de durer au pouvoir. Alors, ce que je voudrais rajouter également, c'est que en matière de crimes contre l'humanité, on ne peut pas simplement se contenter de considérer que le crime a eu lieu. Il faut apporter des preuves. Il faut également faire en sorte que toutes les parties puissent se défendre. Et donc, sans faire le jeu de la défense qui va intervenir plus tard, il faut que les éléments de preuve soient suffisamment objectifs pour apporter l'adhésion. Alors, je terminerai pour dire que aujourd'hui, la situation au Burundi s'apparente un peu à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, puisque nous avons un pouvoir qui utilise non seulement l'armée, mais également des milices qui arrêtent les opposants, appellent la police et les services de sécurité pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas d'accord avec les consignes de vote soient exécutées, emprisonnées ou tout simplement tuées. Donc nous avons à peu près, en termes de réplication, les mêmes éléments qui ont existé avant le génocide du Rwanda, qui perdurent au Burundi. Donc le but de l'opération du tribunal Russell est de faire en sorte que l'opinion internationale, qui est un peu atone, puisse prendre ses responsabilités et faire en sorte que des enquêtes soient diligentées au-delà des organisations humanitaires telles que Human Rights Watch, qui a produit des rapports extrêmement clairs. Il faut que l'ONU envoie des observateurs pour que des décisions soient prises et que des enquêtes soient dirigées par le procureur de la CPI pour que des condamnations, des arrestations et des comparutions puissent permettre donc à la CPI de jouer son rôle. Nous allons maintenant procéder à l'audition d'enquêteurs. Et nous allons écouter des témoignages sur les faits en cause. Nous commençons par les meurtres et tentatives de meurtre pouvant constituer un crime contre l'humanité. Je donne donc la parole à monsieur Bernard Minguin, qui est avocat. Je vais me mettre de ce côté-ci parce que... Je voudrais d'abord dire que je viens à la mort dans l'âme devant votre tribunal. Je suis avocat. L'endroit où je dois normalement me trouver, c'est devant les cours et tribunaux et non devant un tribunal de principe pour lequel j'ai beaucoup d'estime puisque je suis un disciple des fondateurs du tribunal Russell. Mais j'en sais aussi et la portée et les limites. Et je dirais même que voir la Cour pénale internationale se saisir du dossier, ce sera encore la mort dans l'âme. Parce que pour moi, le seul endroit où la justice doit être faite, c'est sur les lieux et les places du Burundi, et d'abord
devant le tribunal à Bujumbura. Et puisque nous sommes aujourd'hui non pas dans la question des incantations, mais dans la question de l'action, je voudrais préciser, comme avocat, que j'ai demandé auprès des autorités de l'Union européenne, auprès des autorités de mon pays, de pouvoir me rendre à Bujumbura pour rencontrer mes clients qui sont en prison, pour rencontrer les familles victimes des exactions, pour pouvoir continuer mon travail de collecte de preuves. Aujourd'hui, on me déconseille de m'y rendre. On me dit que je ne serai pas le bienvenu. La question n'est pas là. La question est précisément de savoir si la communauté internationale veut aller jusqu'au bout de la logique des droits de l'homme dont elle se prévaut en termes de mots. Si effectivement les avocats qui dérangent, les avocats qui posent les questions et qui sont dans l'action sur la question de la justice peuvent aller aujourd'hui à Bujumbura, rencontrer les gens dans les prisons, rencontrer les familles des personnes torturées. Voilà la première demande que je fais auprès de votre tribunal. Ensuite, je voudrais aussi vous dire que lorsque l'on examine la question sous l'angle de la qualification, puisqu'au fond, pour tout problème juridique, il faut aller à la recherche des faits et de voir s'ils sont susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. Mon confrère a rappelé que nous sommes dans le cadre de l'application de l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale et du caractère systématique des crimes. Nous devons nous rappeler une chose fondamentale. Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce que depuis des années et des années, au Burundi, sur les collines, on assassine avec le même procédé, avec les mêmes méthodes, dans un silence constant, parce qu'on assassine des anonymes, parce que l'on met fin à la vie de gens dont le visage n'est pas susceptible de venir dans les télévisions occidentales. Et cette réalité-là a permis de construire historiquement un système où des gens se sont sentis impunis. Et je voudrais vous rappeler que vous avez un très beau rapport de Human Rights Watch qui est intitulé « Tu n'auras pas la paix tant que tu vivras », qui nous donne un certain nombre d'exemples de ce qui s'est passé à cette période-là et qui montre que, historiquement, le processus de dégradation de l'appareil d'État, c'est-à-dire d'utilisation à la fois de l'appareil policier, de l'appareil des services de documentation, pour commettre des crimes dont mon confrère a très bien dit qu'ils étaient toujours ciblés. Ils ont été d'abord ciblés contre le FNL. Ils vont être ensuite ciblés contre le MSD, contre un certain nombre de personnes de l'opposition. Eh bien, ces crimes sont réalisés parce qu'à l'intérieur de l'appareil d'État, des gens qui sont dans les services de police, dans les services de la documentation, ont le sentiment d'impunité. Et j'en veux pour preuve que j'ai rencontré pendant de très nombreuses heures deux personnes qui ont été exfiltrées avec l'aide de la société civile des services de renseignement et qui m'ont donné des listes que j'ai remises d'ailleurs à des autorités de personnes assassinées à partir des élections de 2010 avec l'identité des assassins, avec le modus operandi. Y a-t-il eu une enquête judiciaire concernant ces assassinats et de ces personnes qui a abouti? Pas une seule, parce qu'à l'intérieur, et c'est quelque chose qui m'avait toujours frappé comme avocat, à l'intérieur de la société burundaise, il y avait un certain nombre de magistrats qui ont eu des sursauts de conscience exceptionnels. Et j'ai constaté que de 2008-2009 à ce jour, on a lentement mais sûrement éradiqué à l'intérieur de l'appareil de la magistrature
toute personne susceptible de participer au sursaut éthique du respect de la loi. Et donc, le système d'impunité s'est construit et trouve ses racines il y a de nombreuses années dans un pouvoir qui, d'emblée, à mon avis, pour des raisons de recherche d'argent et de pouvoir, fondamentalement, a dévié l'appareil d'État. Je ne vais pas ici vous relever les identités de toutes les personnes que j'ai reprises dans les rapports de ces organisations, mais je trouve qu'il y a un texte qui a été très très fort, dans lequel les responsables services de documentation, menaçant un membre du FNL, lui avaient dit « Nous allons te faire disparaître et même ton nom ne sera plus connu ». Or, le nom, c'est quand même la façon pour l'être humain d'entrer dans la chaîne du langage. Et je vous dis ça parce que je vais avoir l'honneur de déposer un rapport devant votre tribunal et d'amener ce rapport publiquement. Et je voudrais qu'à côté de chaque nom de personne décédée, surtout les anonymes, nous ayons une photo, parce qu'ils ne peuvent pas disparaître. Nous ayons des noms. Nous ayons des récits de famille pour dire qui ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces gens qui, a priori, étaient simplement dans l'expression du désir de parler comme nous parlons aujourd'hui, pourquoi ces gens-là ont été tout à coup privés de la vie. Et donc ce dossier va contenir, pour les personnes, malheureusement, le nombre restreint de personnes recensées, parce que nous en discutions avec Maggie tout à l'heure, on n'est pas au bout de nos découvertes de ce qui se passe au Burundi et de tous ceux qui sont anonymement disparus. Mais en tout cas, pour ceux dont nous avons les noms, il faut que nous constituions à l'aise un dossier, leurs photos, leur histoire familiale, les témoins que nous avons et les récits de la façon avec laquelle on les a assassinés pour que justice soit faite. Je voudrais rappeler aussi dans les événements, je ne peux pas vous raconter le récit de... En fait, j'aurais besoin d'une journée entière pour reprendre, je dirais, dans son creuset, chaque personne, chaque identité, chaque histoire. Donc je ne sais pas le faire. Je voudrais quand même vous donner quelques éléments qui m'ont frappé dans l'histoire des derniers mois. J'ai été frappé évidemment par le fameux montage des exécutions de Cibitoke de décembre et janvier, juste avant le processus électoral. Pourquoi ? Parce qu'au moment où cela se passe, nous sommes en plein au moment où se font les opérations d'entraînement des Imbonerakure sur Kiribatandes. C'est tout un montage qui est en préparation et on essaye de fabriquer une fausse rébellion et on parvient à trouver un certain nombre de personnes que l'on va exécuter volontairement, des personnes dont on a les témoignages, et je me réfère à cet égard au rapport de Human Rights Watch sur la facture du bourreau. On a les témoignages de ce que les gens sont rendus volontairement, se sont mis à la disposition des forces de l'ordre, et puis on les a allongés, on les a assassinés. Or, à ce moment-là, on est en plein dans des événements où l'on aurait voulu mener une certaine stratégie, peut-être beaucoup plus violente que celle qui a eu lieu. Et je voudrais aussi vous le dire, je pense que si ce pouvoir est aujourd'hui au stade des exécutions ciblées, individuelles, avec une répression massive, c'est parce qu'il essaye d'échapper à l'opprobre général, qu'il s'est rendu compte tout à coup de l'impact de l'opprobre et de ce que, s'il va trop loin dans la violation de l'interdit de tuer, eh bien, il ne passera beaucoup moins de mois que ce qu'il est encore en train de passer. À partir du mois d'avril, au moment où les événements se produisent,
les manifestations ne sont plus des manifestations. On les qualifie dans le langage d'insurrection. Et je vais y revenir parce que j'ai un peu un œuf appelé avec certains qui sont à la tête de cet État, et notamment M. Niamouité, qui est, je trouve, le porteur idéologique de la violation de l'interdit de tuer. Je souhaite de tout mon cœur que la Cour pénale internationale, se saisissant des dossiers, ne se contente pas de rechercher les mains qui ont étranglé les personnes qui ont tiré. Je souhaite que la Cour pénale internationale incrimine aussi ceux qui ont qualifié d'insurrection et de putschistes des manifestants, parce que grâce à cela, et ils le savaient en connaissance de cause, ils donnaient aux autorités de police une capacité d'utiliser la violence dans des conditions qui dépassaient les conditions légales dans lesquelles ils pouvaient normalement s'exercer. Imaginez qu'au mois d'avril, on ait dit, mais je veux me présenter pour un 3e mandat. Je ne vais pas faire pression sur le pouvoir judiciaire. Je crois en mon âme et conscience que j'ai droit à un 3e mandat. Et je permets à tout le monde de manifester. Que se serait-il passé? Il serait passé que tout Bujumbura, en fait, aurait été manifesté. Il serait passé que des villages, des collines, des milliers de personnes seraient descendues. Mais à partir du moment où ce sont des putschistes, des gens qui sont en insurrection, on a ôté l'interdit fondateur de tuer de la société juridique. Et il y a là un problème de responsabilité énorme. Savez-vous que le 26 avril, je dirais presque quelques heures après que M. Nkurunziza se soit déclaré à son 3e mandat, un brave garçon, Ngagara, au moment des manifestations, Jean Nepomucène, se retrouve face aux policiers. Il lève les bras, il se met à genoux, on lui tire dans le dos. Le 26 avril, pas au terme des manifestations, pas en août, pas en septembre, pas après le putsch, bien avant. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, un policier se soit dit dans sa tête, il est possible de tuer un homme à genoux, qui lève les bras, un jeune gars, 15 ans. Voilà, là se trouve la genèse même de ce qui est en train de se produire au Burundi. Permettez-moi de citer l'autre exemple. Quelques semaines plus tard, on va s'attaquer à Zedou Feruzzi. Je trouve que l'assassinat de M. Feruzzi est aussi quelque chose de terrible. Je ne parlerai pas du fait que tous les assassinats relevés dans mes rapports, il n'y en a aucun d'élucidé. Vous trouvez normal qu'une société, face à un nombre aussi élevé d'assassinats, d'actes atroces commis, actes qualifiés par la présidence de crimes ignobles en ce qui concerne M. Feruzzi, mais personne n'aura jamais retrouvé les assassins. Personne ne va jamais trouver les témoins. On est comme quelques années plus tôt, lors du drame de Gatumba. Pour les Burundais, vous vous rappelez à la fois la double tragédie de Gatumba, et pour les Banyamulenge, et ensuite les morts dans le bar. À chaque fois, on a un appareil qui semble incapable de ramener la vérité. Et curieusement, des journalistes, Radio Bonesha, Radio Isanganiro, Radio RPA, qui sont des compagnons de route, ces journalistes, eux, parviennent, à travers Radio Trottoir, à travers les réseaux d'amitié, de ramener une part de vérité essentielle et décisive concernant ces assassinats et ces crimes. Ils parviennent à ramener de la vérité. Et cette vérité n'émerge jamais dans l'ordre judiciaire. Elle n'émerge jamais. Je vais vous demander d'accélérer. Pas de problème. Vous autoriserez quand même la plaidoirie. Parce que je trouve que
nous touchons des choses décisives. Et ce que je demande, au terme de cette plaidoirie, devant vous, c'est non seulement une condamnation symbolique et morale, mais c'est peu de choses. J'exige, au nom des gens qui sont morts, que j'ai l'honneur de représenter devant vous, j'exige que la Cour pénale internationale se saisisse sans délai des dossiers dont je dispose, qu'elle accepte sans délai d'enquêter de façon approfondie. J'exige que les autorités de l'Union européenne ne se préoccupent pas fallacieusement de ma sécurité et de ma santé, mais qu'elles se préoccupent de m'amener à Bujumbura et de me permettre de rencontrer les familles pour qu'enfin on puisse faire progresser les dossiers et la justice. C'est la seule chose qui nous importe, la seule. Je ne peux pas terminer sans évoquer, évidemment, quelque chose qui pour moi a été terrible. C'est l'assassinat du 1er juillet à la 8e avenue, au numéro 42, des deux frères jumeaux, Franck et Fleury Akizimana, et de leur papa. Pourquoi? Parce que les récits que j'ai reçus ce jour-là, le soir même, le lendemain, c'est des récits qui disaient que celui qui était à la direction de ces opérations était un certain Adolphe Nchirimana, celui que j'avais dénoncé. Et pour moi, cet assassinat-là était le banc d'essai de l'ethnicisation de la crise burundaise. Je n'ai jamais dit, pour ma part, que... et je pense que le combat des Burundais et du peuple burundais, et uniquement du peuple burundais, a permis de lutter contre la dérive de l'ethnicisation. Mais il reste qu'à chaque instant, nous avons vu que certains essayent de faire progresser l'ethnicisation. Et dans ce dossier-ci, cette mise à mort, il faut rappeler que le papa et les deux fils ont été mis à genoux pratiquement pendant 1 heure devant leur maison. Et que c'est après que, selon les informations dont je dispose, Adolphe est venu et a fait exécuter les personnes concernées. Et l'a fait sur une base ethnique. Comme s'il voulait provoquer l'étincelle et voir quelle serait la réaction dans la société. Vous comprendrez dans ces conditions que quand on porte pour la défense, et j'espère avancer dans la rédaction de ce rapport, quand on porte cette question, qu'on est au cœur, parce que depuis le mois de septembre, le nombre des assassinats a augmenté de façon, je dirais, régulière. Les assassinats déclarés, excusez-moi, c'est atroce de dire ça. On aurait dû dire les assassinats tout court, qui existent depuis des années dans ce pays. Mais les assassinats recensés, atrocement, ces assassinats recensés à partir du mois de septembre, la croissance est exponentielle. Et donc, je pense qu'on est à un moment décisif, à un moment où la seule question par rapport à la justice, c'est de vous dire merci de nous accueillir devant votre tribunal, parce que nous ne venons pas vous porter des choses banales. Nous venons vous amener le dossier qui a été constitué clandestinement par des dizaines et des dizaines de personnes. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'ici, les hommes politiques, les hommes de loi, les hommes de droit se réveillent et se disent, au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer à Bujumbura? C'est la résistance du peuple d'Afrique qui demande d'être traité comme tous les êtres humains partout ailleurs. Je suis frappé par l'écoute de la demande que nous formulons dans d'autres pays d'Afrique, par le suivi dans les autres pays d'Afrique. Donc de grâce, ne vous laissez pas contenter de mots, continuons à agir. La Cour pénale internationale ne peut plus se défier. C'est fini. Nous avons les pièces, nous avons les dossiers. 2, il faut que l'Union européenne et que la communauté internationale soient 100 fois plus rigoureuses pour que demain, les gens qui sont en danger quotidiennement à Bujumbura, on les suive et on les défende.
Et 3, ce dossier-ci, c'est le dossier imprescriptible de la dignité burundaise. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que ceux qui, comme auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes, ont touché aussi radicalement à la vie d'autrui, se retrouvent devant les cours et tribunaux de leur pays et rendent compte en justice de ce qu'ils ont fait. Merci. Merci beaucoup, Maître Mangin. J'appelle désormais Pacifique Nina Hazoué, activiste des droits de l'homme. Monsieur le Président, Auguste Sambré, bonjour. Je ne sais pas ce que je vais ajouter après le brillant exposé de Maître Menguin. Il a bien touché des cas emblématiques sur lesquels j'avais prévu de témoigner. Je voudrais dire d'abord mon émotion en ce moment. Nous sommes loin du Burundi, nous sommes à Paris. Ce qui se dit ici, c'est des choses qui normalement devraient se dire à Bujumbura. Ça fait des années qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des défenses des droits de l'homme, on a essayé d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passait réellement, sur les risques qu'encourait le Burundi. J'ai couru dans plusieurs capitales, j'ai rencontré beaucoup d'autorités européennes. La réponse qu'on m'a toujours donnée, je disais, faites attention, quelque chose de grave attend le Burundi. Et encore, on n'est pas encore au bout, encore quelque chose de grave. Si rien n'est fait d'urgence, attend encore une fois le Burundi. On m'a toujours répondu partout où je passais, chez vous ça va quand même. C'est encore une démocratie. Ce n'est pas comme certains pays d'à côté. On m'a toujours répondu que chez nous, on avait la liberté de la presse, qu'on avait de la société civile. J'ai toujours dit, certes, on en a encore, mais il nous reste très peu de temps. Il n'y aura plus de société civile libre au Burundi, il n'y aura plus de presse libre, il n'y aura plus d'opposition si vous n'agissez pas rapidement. Dans mon propos ici, je vais commencer par une chose. Je vais parler de la responsabilité personnelle du président Nkurunziza lui-même dans les crimes que nous connaissons. Ensuite, je vais peut-être toucher quelques autres crimes comme témoignage de ce que je devais faire puisque Maître Menguin a si bien fait. Et enfin, je vais alerter sur le risque de génocide. Sur un risque de génocide qui risque encore une fois de se commettre dans notre région, au su et au vu de tous. De la responsabilité du président Nkurunziza. D'abord, la plupart des crimes graves que nous entendons ici, que ce soit des crimes d'assassinat, d'exécution extrajudiciaire, de tortures innommables, impliquent le service national de renseignement, qui est un service dépendant directement du président de la République. Cet aspect n'est pas suffisamment souligné parfois, c'est que ce sont des services du président qui tuent, qui exécutent, qui torturent les citoyens du Burundi. Ça, c'est une chose. On a beau dénoncer, on a beau montrer les visages des assassins, des exécutants, des citoyens, de ceux qui torturent, le président ne réagit jamais, aucune enquête intérieure n'est jamais engagée au sein de ces services et aucune sanction ne suit après des assassinats horribles, des crimes horribles contre des citoyens du Burundi. Généralement, des crimes graves sont commis après des discours du président qui préviennent de l'imminence de ces crimes. Je donnerai quelques exemples. En 2006, à Muyinga, le président dit
qu'il a des preuves irréfutables, qu'il y a un putsch en préparation contre lui, et il ajoute une phrase qu'il aimait répéter, celui qui va commencer le feu verra son même fait détruire sa maison et on va l'éteindre dans sa propre maison. C'est le discours qu'il a fait à Muyinga. Et directement après, des arrestations dans les milieux de l'opposition, de la société civile et de l'armée et des anciens militaires. L'ancien vice-président de la République, Alphonse-Marie Kadege, a été torturé de manière horrible. Et dans l'interrogatoire qu'on a fait, c'est encore un autre fait à souligner et qui va vers le dernier point que je vais soulever. Déjà en 2006, dans l'interrogatoire de Kadege, on lui demande le rôle qu'il aurait joué en 1972, pendant la torture. En 1972, alors que Kadege n'était même pas au Burundi, faisait encore ses études, on le torture en lui posant des questions sur les crimes de 1972. Il y a un plan, il y a un lien, il y a un fil conducteur de tout ce qu'on est en train de vivre et qui va aboutir, si on ne fait pas attention, à un grave génocide. La torture de Kadege se trouve en ligne. C'est horrible. La torture d'un ancien vice-président de la République se trouve aujourd'hui sur YouTube. Donc, les services de renseignement non seulement ont torturé, ont humilié une personnalité, ils ont aussi osé filmer et ils ont mis ça en ligne. Pour quel intérêt? C'est tout comme chaque jour on rencontre des gens qui ont été horriblement assassinés, mais qui sont laissés sur les bords de route. Parce qu'il y a un message en faisant cela. Parce qu'il y a une raison. Bien d'autres dictateurs, d'autres dictatures tuent des citoyens qu'on ne retrouve jamais. Mais la nôtre chez nous, elle les tue de manière horrible et laisse des corps sur les voies publiques pour que tout le monde voit ça, les met en ligne pour que tout le monde voit ça. Une façon de nous dire, voilà ce qu'on va vous faire à vous tous. Voilà ce qu'on fera de vous. En mai 2011, le président Nkurunziza, dans son discours du 1er mai, avertit, il demande à sa police d'agir dans 2 mois pour qu'il n'y ait plus de contestation contre les résultats des élections de 2010 à Bujumbura-Rirara. Il donne un délai de 2 mois. À l'espace de 3 mois, la Ligue ITK a compté dans Bujumbura-Rirara 165 cas d'exécution extrajudiciaire. Mais le président l'avait annoncé. Il a dit, je vous donne 2 mois, je ne vais plus entendre de contestation. Et on trouve après 165 cas d'exécution extrajudiciaire. Le 20 août, lors de sa récente prestation de serment, il déclare, je donne encore une fois 2 mois et je ne vais plus entendre de contestataires contre le 3e mandat. Juste après, c'est le bouclage de certains quartiers contestataires qui suivent. C'est des cadavres qu'on ramasse tous les jours. Chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 cadavres ligotés qu'on retrouve sur différentes routes ou sur différents lieux publics de Bujumbura. Après ce discours qui dit « je donne 2 mois ». Et il faut faire attention que demain, le ministre de la Sécurité, Bunyoni, organise encore des choses horribles sur ces quartiers. Il qualifie parfois ce président un mépris extraordinaire, un mépris sans nom contre les opposants et tout ce qui conteste son pouvoir. Il les appelle des mougéries. Le mougéri en Kirundi, c'est un chien maigre, parfois malade, qu'on doit tuer en lui cassant, en lui fracassant la tête. Pour lui, ce sont des mougéries. Et un jour, en juin 2010, lors de sa campagne à Gitega, il a défini devant la population la manière dont il entend la fonction présidentielle. Il a dit notamment, un chef d'État est d'abord président de toutes les chèvres du pays. Un chef d'État est président de tous les poules du pays. À un moment, il est arrivé à dire, quand on est président, on est responsable de tous les chiens, et surtout des mougéries. Et quand il y a des mougéries, on demande à la police de les arrêter ou de les tuer. Ça, c'est en ligne. Si vous le voulez, je vous laisse mon adresse mail, je vous envoie le texte et les images où le président lui-même dit « Je suis en charge des mougéries
Et le président doit demander à la police de tuer ou d'arrêter les Mougéri. Un silence coupable. Un silence coupable du président. Il y a un cas qui a heurté toute la conscience burundaise, l'assassinat d'Ernest Manirumva en 2009. L'ancien vice-président de l'ORICOM, assassiné parce qu'il enquêtait sur des armes qui étaient commandées par la police et qui étaient envoyées au FDLR au Congo, déjà en 2009. On parle aujourd'hui de la présence des FDLR au Burundi, mais déjà en 2009, un activiste burundais a été assassiné parce qu'il enquêtait sur des armes qui étaient envoyées par Bunyoni, par Adolphe, au FDLR au Congo. Les services de renseignement sont impliqués dans cet assassinat. Le FBI américain a contribué aux enquêtes et a montré qu'il fallait prendre rapidement faire des tests ADN sur Adolphe Nshimirimana, un certain nombre de généraux. La justice burundaise n'a jamais accepté que cela soit fait et le président n'a jamais prononcé le nom d'Ernest Manirumva alors que nous nous battons depuis 6 ans pour avoir la vérité sur cet assassinat. Ce silence coupable du président l'implique dans ces meurtres. Il devient lui-même le moteur des meurtres que nous connaissons au Burundi. Je finirai sur cet aspect, sur un autre. Le 1er juillet, récemment, le président n'a pas hésité à décorer des policiers impliqués dans des tirs sur des manifestants. Il les a décorés publiquement le jour de l'indépendance nationale, le jour de la célébration de l'indépendance nationale. Ça veut dire, c'est un président qui reconnaît, qui remercie ceux qui ont bien agi dans son intention, ceux qui ont fait ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé, ce qu'il cherchait. Alors, mon propos ici, c'est d'abord d'impliquer personnellement M. Pierre Nkurunziza sur tous ces crimes inhumains, innommables, qu'on est en train de connaître aujourd'hui au Burundi. J'apprends qu'il y a une intention de prendre des sanctions ciblées contre un certain nombre de personnalités. Et malheureusement, la liste que j'apprends que ce serait juste des généraux ou des policiers qui n'ont pas un certain rang est important. Alors qu'on devrait commencer par ceux-là même qui décident, qui commandent. Et le premier de tout cela, c'est M. Nkurunziza Pierre lui-même. Alors, je vais sauter la deuxième partie puisque Maître Mengue en a bien parlé, mais je ne pourrai pas partir sans souligner ce risque de génocide. Ce risque de génocide. Depuis novembre de l'année passée, on a commencé à avoir des écrits qui proviennent des milieux proches du pouvoir, notamment du bureau communication du président de la République dirigé par Willy Nyamitwe, qui notamment invente des crimes sur un certain nombre de défenseurs de droits de l'homme, qui nous accusent d'avoir commis des crimes dans le passé, parfois même dans des écoles où on n'était même pas au moment où ces crimes ont été commis. Et dans tout cela que voulaient les services de la présidence, c'est de dire, ceux qui vont demain protester contre mon mandat, c'est des anciens, ce sont cet outil, ce sont ceux qui vous ont tué. Faites attention, n'écoutez pas ces messages. Et on a vu une floraison sur les réseaux sociaux de messages qui renforcent ce discours ethnique. Et le président lui-même n'a pas hésité, le 5 février dernier, de faire dans son discours, dans son message à la nation, d'utiliser les mêmes messages qu'on trouvait sur les réseaux sociaux contre ceux qui probablement allaient être les leaders de la contestation du 3e mandat. Et depuis que les manifestations ont commencé, écoutez les autorités burundaises, quand ils parlent des quartiers qui auraient manifesté, ils ne mentionnent jamais Kinama, parce que c'est un quartier à majorité Hutu, alors qu'ils ont tué déjà à Kinama, alors que les gens blessés à Kinama, l'administration de Kinama a même refusé que ces gens soient amenés à l'hôpital. Ils ne mentionnent jamais Buterere, parce que c'est un quartier à majorité Hutu, alors que c'est un quartier où on a tué beaucoup de manifestants. Ils ne mentionnent jamais Buyenzi. Buyenzi, on a connu un scandale innommable. Cette photo qui est devenue célèbre, qui a été utilisée sur plusieurs médias internationaux, un officier de police de grade de général, de colonel,
accompagné de 3 autres policiers avec des armes, qui se mettent à tabasser un jeune gamin, un certain Alfred Mousseremou, qui juste normalement est chargé de la circulation dans les routes, mais qui se mettent à torturer un jeune gamin avec des armes. Mais vous n'entendrez jamais Bouyenzi, vous n'entendrez jamais Bgiza, vous n'entendrez jamais tous ces quartiers qui sont connus comme majoritairement Hutus, parce qu'il a besoin d'ethniser cette crise, parce qu'il a besoin de dire ceux qui sont contre moi, les voilà, c'est elle. Allez voir ce qu'il est en train de faire de l'armée, notamment l'accord d'Arusha et les accords qui ont suivi après, montrent que lorsque le responsable, notamment de la police, provient des anciens mouvements rebelles, c'est lui, le ministre de la Défense, provient alors de l'ancienne armée. Allez voir, ce n'est qu'un petit symbole, mais qui peut expliquer beaucoup de choses dans le contexte burundais. L'armée aujourd'hui, le ministre de la Défense, on prend un civil proche d'Adolphe Nshimirimana et on amène à la police un général très important de l'ancienne rébellion, le général Bunyoni. Ça a une signification. Dans les institutions, le premier vice-président de la République doit être ethniquement différent du président, provenir normalement d'un parti qui devrait représenter, selon Alusha, un groupe ethnique tel. Et le gouvernement doit être composé de manière à représenter les familles politico-ethniques. Et aujourd'hui, on a un gouvernement composé des membres du CNDD-FDD et du FNR d'Agatongwassa. Ce qui signifie que selon Alusha, il y a une partie qu'on a complètement ignorée qui devrait être protégée selon Alusha. Je ne vais pas parler de la composition du Sénat avec le rôle qu'il devrait jouer. Ça prendrait encore beaucoup de temps. Les messages qui continuent à être distillés par les proches du pouvoir aujourd'hui, qui indexent une ethnie dans le conflit. On a vu tout le monde, toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les régions. Il continue à indexer une seule ethnie. Le fait qu'un président ait besoin d'un commandement parallèle dans l'armée, qu'il fasse des rencontres entre officiers de son ancienne rébellion, le fait qu'un président ait besoin d'une milice, qu'il arme une milice presque monoethnique, alors qu'il a une armée aussi grande de 40 000 hommes et une police aussi grande, pourquoi ce président a besoin d'armer une milice d'une certaine connotation ethnique? J'alerte la communauté internationale et je voudrais que demain on ne dise pas qu'il ne savait pas. Que demain on ne dise pas qu'on n'avait pas dit cela. Que demain on ne dise pas qu'ils n'ont pas vu venir cette crise. Il y a tellement d'autres choses dont on pourrait dire qui font très mal au cœur. Mais je dis, il faut rapidement agir, sinon demain ça risque d'être trop tard. Et je vous remercie. Il va nous falloir un peu plus concentrer les interventions, sinon les derniers ne pourront pas s'exprimer. Donc nous allons passer maintenant aux faits relatifs à la détention illégale, aux tortures, actes inhumains, persécutions, constituant un crime contre l'humanité. Je demande à Maggie Barankitse de venir s'exprimer. Maggie Barankitse, qui est responsable de la Maison Shalom, où sont accueillis des enfants depuis 1993. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, j'ai voyagé toute la nuit de Kigali. J'aurais aimé quitter la Maison Shalom au Burundi et venir vous parler comme toujours. Je vous parlais de l'amour qui triomphe sur le mal. Mais aujourd'hui, je viens parce que il y a la maman de Komezamahoro Jean Nepo. Il y a la maman de Pascal et Arnaud. Il y a les mamans des Imbonera Kouré. Je viens comme la voix de toutes ces mamans qui disent basta, Gezaho, enough is enough, trop c'est trop. Je viens pas devant le tribunal. Je viens devant les parents, les mamans, de dire à Nkurunziza Pierre
dégage. Ne tue plus nos enfants. Ne tue plus. Tu nous as assez humiliés. Tu as humilié les parents. Il a 3 crimes. Il a 3 crimes sur Nkurunziza Pierre. Le premier crime, depuis 2010, il a pris nos enfants. Il en a fait des tueurs, des criminels. Il leur a volé leur enfance. Ce sont les Imbonerakure. Moi, je suis la maman des Imbonerakure. Il m'a pris mes enfants que j'avais réinsérés en 2004. C'était des enfants soldats. Nous les avons formés et nous les avons envoyés sur les collines avec des kits de réinsertion. On a donné tant d'argent de la Banque mondiale, de toutes les coopérations internationales. On leur avait redonné l'espoir et il a volé l'espoir à ses enfants. Pour ce crime, Monsieur le Président, je demande qu'on condamne Pierre Nkurunziza d'avoir fabriqué, volé la jeunesse de ces Imbonerakure. Ce sont les premières victimes du régime Nkurunziza et il en a fait des victimes pour les autres. Si ces Imbonerakure tuent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir et c'est la faute de M. Nkurunziza. Le deuxième crime que je qualifie de Nkurunziza, c'est d'avoir empêché aux mamans de voir le sourire de leurs enfants et d'empêcher que les enfants voient le sourire de leurs parents. Moi qui suis ici pendant 20 ans, je l'avais dénoncé ici à Paris le 22 novembre 2011, quand on m'a donné ce prix de la Fondation Chirac, le prix de la prévention du conflit. J'avais chanté devant l'auguste assemblée en disant « Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays. » Parce qu'on est en train de tuer en silence maintenant. Imaginez-vous, ces petits-enfants, on ne parlait pas de ces 2 enfants. Vous les avez vus sur les photos. Un policier qui avance, qui tue M. Hezagigwa et son épouse et qui nous a laissé encore une fois le petit Akila et la petite Akila et Donnel, mais des milliers d'autres enfants en silence sur les collines. On m'envoie encore de tous ces enfants qui se voient. Dans le temps, quand vous perdez vos parents, il y avait de la compassion. Mais maintenant, il a brisé même cette compassion parce que, imaginez-vous, on a tué les parents de ces 2 enfants, mais quand le grand-parent a voulu prendre ces 2 enfants, la police est venue menacer les grands-parents. Les grands-parents ont amené les enfants chez leur oncle. L'oncle a été encore menacé et ces 2 enfants ont dû partir dans un centre alors qu'ils avaient de la famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces enfants qui sont condamnés à ne jamais voir le sourire de leurs parents? Pour ça, il faut condamner M. Nkurunziza. Il faut le condamner parce qu'il nous accuse, moi personnellement, à encore créer des orphelinats. Non, nous ne le laisserons pas. Et pour nos enfants, mes chers parents qui sont ici, pour nos enfants, il ne faut plus nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Le 3e crime que je qualifie, c'est ne même pas avoir le droit d'enterrer nos siens, les nôtres. Pensons à Pascal et Arnaud. Je vois ici un petit livret, je l'ai laissé, l'histoire de Pascal et Arnaud. Pascal et Arnaud sont tous deux sont tombés à Moussaga sous les balles des policiers. Leur péché,
protester contre la décision du président Nkurunziza à briguer le 3e mandat. Mais imaginez-vous, on nous a empêchés de les enterrer dignement. Parce qu'au cortège, ils ont tiré aussi sur le cortège funèbre. Et arrivés au cimetière, ils nous ont empêchés d'enterrer ces gens-là. Et nous avons dû courir et enterrer. Et l'enterrement a terminé d'une manière abrupte. Arnaud et Pascal auront été victimes de la répression jusqu'à leur dernière demeure. Pour ça, il faut le condamner. Je n'ai jamais vu dans un pays où on empêche d'enterrer dignement les morts. Et nous trouvons ça normal. Et la communauté internationale, quand j'essaye de crier, on dit il n'y a pas assez de morts. C'est pas comme en Syrie. Donc, nous n'avons pas droit à la compassion. Le 4e crime, et je vais terminer par là. Imaginez-vous, on enferme des quartiers pendant 3 jours. Les mamans qui ont des bébés ne peuvent même pas, quand ils sont malades, ne peuvent pas aller à l'hôpital. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. La maman qui doit accoucher ne peut même pas partir. Et ça, vous trouvez ça normal, vous? On peut accepter ça. Et pour ça, on ne se taira pas. Pour ça, levons-nous. Soyons comme Jeanne d'Arc. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, toujours au regard des faits relatifs à la torture, nous allons écouter la lecture de différents cas documentés par Amnesty International et Human Rights Watch. La lecture sera effectuée par Nadine Mouhoura-Keye, journaliste, et Annabelle Guidice, qui a travaillé au Burundi. Il est établi qu'à partir du 25 avril dernier, les forces de l'ordre, composées d'unités de l'armée, des forces de police, du service national de renseignement ainsi que des Imbonerakure, ont attaqué les quartiers dits contestataires, arrêté arbitrairement et maltraité des centaines d'opposants présumés. De nombreux témoignages attestent que dans les centres de détention, les personnes arrêtées ont fait l'objet de pratiques humiliantes et de mauvais traitements pour les forcer à avouer de fausses accusations. Témoignage d'un commerçant de 53 ans arrêté le 25 juin par les agents du service national de renseignement, accusé d'organiser des patrouilles de nuit dans la capitale et d'apprendre à des jeunes à manier des armes et des grenades. Lorsque j'ai tout nié, ils m'ont frappé avec une barre de fer sur les fesses et sur les pieds. Alors qu'ils me battaient, ils ont continué à poser les mêmes questions et j'ai continué à nier. Ils ont apporté une plaque en fer avec des clous pointés vers le haut. Ils m'ont fait tenir debout sur les clous. Lorsqu'ils ont vu que je ne révélerais rien, ils sont sortis puis ont rapporté un bidon de 5 litres qui contient habituellement de l'huile. Le bidon était rempli de sable. Ils l'ont attaché à mes testicules et m'ont obligé à me lever. Ils ont dit que je resterais debout jusqu'à ce que j'avoue. Après être resté debout pendant environ 40 minutes, j'ai réalisé que je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Ils m'ont dit « Avoue immédiatement, sinon tu devras marcher sur les clous ». Ils m'ont conduit à la plaque avec des clous. Le bidon était toujours suspendu à moi. Et j'ai tenu un court instant sur les talons, puis je suis tombée par terre. Ils ont apporté un bidon d'1 litre d'acide. Ils m'ont dit « Cette fois, tu dois avouer ». Ils ont versé l'acide sur le sol. Ils m'ont ordonné d'enlever mes vêtements et de m'asseoir dedans. J'ai refusé. Ils m'ont forcé à m'asseoir. J'ai ressenti comme du feu. J'ai essayé de me relever, mais je n'ai pas pu. Je suis tombée et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, enfermée dans une cellule. Témoignage d'une étudiante de 18 ans. Les faits se déroulent le 30 juin 2015. J'ai vu un véhicule s'arrêter.
j'ai vu 4 Imbonerakure sortir du véhicule. L'autorité locale est venue vers moi. Quand je me suis levée pour la saluer, il m'a dit « Mets-toi à genoux, imbécile !» Et il m'a craché au visage. Il a commencé à me gifler. 2 Imbonerakure ont dit qu'ils allaient chercher un bâton pour me frapper. L'autorité locale leur a dit « Frappez cet imbécile qui ternit l'image de notre pays ». Lorsqu'ils ont apporté les bâtons, les Imbonerakure m'ont frappé au bras. Je portais un pull avec une fermeture éclair. L'autorité locale l'a ouverte. Il a tiré fortement sur mon sein. Il a dit « Nous allons t'arracher le sein et tu ne pourras plus nourrir tes enfants ». Ils ont dit qu'ils allaient enfoncer un bâton dans mon vagin. Ils ont soulevé mon pull et m'ont frappé le dos à coups de bâton. Pendant qu'ils faisaient ça, l'autorité locale a dit « Ces imbéciles qui continuent à salir notre pays, d'où venaient les 60 votes ?» Probablement en référence à ceux qui ont voté pour les partis de l'opposition lors des élections de la veille. La victoire est à nous. Nous allons vous gouverner comme nous voulons pendant les 5 prochaines années. Ils ont dit que si quelqu'un me voyait revenir, je serais battu, même tué. Ils m'ont dit que j'avais de la chance. Si ça avait été avant les élections, tu aurais été tué et personne n'aurait trouvé ta tombe. Le jeudi matin, 3 septembre 2015, la population de Cibitoke découvre un corps sans vie dans la rivière Nyabagere. Dans l'après-midi, Ildefonse Douimana, chef de quartier, Hermès Mngamarakiza, père de Jean Nepo Komezamahoro, premier manifestant âgé de 15 ans, abattu par les forces de l'ordre, décide d'emmener le cadavre à la morgue de l'hôpital Roi-Khaled de Bujumbura. L'hôpital refuse de recevoir le corps, arguant que précédemment, un autre corps avait été déposé sans que personne ne vienne par la suite le réclamer. Désemparé, le chef de quartier décide d'amener le corps au bureau de sa commune. L'administration réagit en arrêtant et en emprisonnant le chef de quartier et le père de Komezamahoro avec le cadavre. Ils passeront la nuit dans un cachot de l'ancienne commune de Cibitoke avec le cadavre. Ces témoignages que nous venons de vous lire sont des extraits des cas documentés et ne représentent qu'une partie des actes de détention illégale, de torture et de persécution commis par le gouvernement du Burundi sur la population burundaise. Merci. Oui, alors, je crois qu'on va avoir un problème. Il nous faut... pardon. Bon, alors on va poursuivre, mais il va falloir vraiment resserrer. Nous allons poursuivre notre audition sur les faits en cause relatifs au harcèlement des journalistes et à la destruction des biens privés. Et je demande à Athanase Gahungu de venir s'exprimer. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'avais demandé à David Gakonzi si je pouvais utiliser un PowerPoint. Et apparemment, dans une salle de cinéma où il y a un écran, on ne peut pas disposer d'un écran pour vous projeter les belles images du peuple burundais qui lutte pour ses libertés. Mais ce n'est pas grave. On va faire comme on peut. Monsieur le Président, rassurez-moi, le tribunal Russell ne fonctionne pas comme les tribunaux de Nkurunziza. J'espère que vous aurez une charge, ça c'est nous qui la faisons. Est-ce qu'il y aura une décharge? Bien sûr, bien sûr. Merci. Un avocat de la défense. Merci, parce que je suis journaliste et je suis, par métier, mais aussi par conviction morale et professionnelle, je pense qu'il faut avoir les deux aspects pour qu'on puisse se faire une opinion équilibrée. Mais de toute façon, il n'y a aucun doute, le régime de Pierre Nkurunziza est condamné. Et malheureusement, il partira avec beaucoup de morts sur la conscience, mais il va nous laisser beaucoup de douleur, mais il est condamné. Il ne peut pas être innocenté, il ne peut pas poursuivre les crimes. Et on m'a demandé de
partager avec vous quelques éléments concernant les médias qui ont été détruits. Je crois que ce n'est même pas la peine de plaider en faveur des médias parce que leur cas est tellement énorme qu'il plaide pour lui-même. J'avais voulu partager avec vous 5 points. D'abord, je voulais rappeler les sources du droit qui fondent la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ces sources existent. Ce sont, à tout seigneur, tout honneur, dans la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen de 1789, c'est la France qui a ouvert la voie avec un article, je crois que c'est l'article 11, qui affirme de façon claire, nette et définitive, et qui influera beaucoup d'ailleurs les Nations Unies, que la liberté d'expression fait partie des droits imprescriptibles du citoyen. Plus tard, en 1948, quand les Nations Unies sont créées, la Déclaration universelle des droits de l'homme, reprenant d'ailleurs la déclaration des révolutionnaires français, a de nouveau affirmé que la liberté d'expression, c'est un droit imprescriptible de tout individu. On a évolué, c'est du citoyen vers l'individu. En 1966, la Déclaration universelle des droits, plutôt le protocole des droits civiques, politiques et culturels reprend, chaque fois d'ailleurs dans le même article, 19 pour la déclaration, 19 pour le protocole, reprend la même philosophie et redit cette fois-ci, chaque personne a le droit d'exprimer ses opinions, a le droit de chercher l'information, a le droit de se faire une opinion, a le droit d'écrire, de distribuer, et c'est un droit fondamental, un droit humain. Nkurunziza était, parce que je ne crois plus qu'il n'est plus président de cette république bananière qui nous fabrique, Nkurunziza sait que le Burundi a signé toutes ces conventions, que le Burundi est parti de tous ces traités internationaux. Et il les a violés méthodiquement, systématiquement. Les sources du droit qui fondent la liberté d'expression, on les retrouve aussi dans la Déclaration africaine des droits de l'homme et de la démocratie. C'est affirmé de nouveau dans un article très précis. La liberté d'expression fait partie intégrante des droits humains que chaque Africain doit réclamer de son État. Les sources du droit existent également dans la Constitution et d'abord dans l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha stipule de façon extrêmement précise que les droits de la liberté d'expression fait partie des droits qui doivent être respectés au Burundi. Et la Constitution burundaise de 2005 a repris cette disposition des accords d'Arusha. Et j'ai oublié malheureusement parce que je n'ai pas le texte de la présentation sur moi, mais il y a un article très précis dans la Constitution burundaise qui redit encore une fois qu'on a le droit d'exprimer ses opinions. Donc, en résumé, le premier point, les sources du droit qui fondent la liberté d'expression comme un droit imprescriptible de chaque individu, de tous les citoyens dans le monde, existent. Ils ont été bafoués, ils ont été complètement, puisque nous sommes dans un tribunal, disons que le président du Burundi et son gouvernement a ignoré ces droits, mais on peut, sans conteste, penser qu'il a fait plus qu'ignorer, il les a bafoués. Le deuxième point que je voulais vous présenter, c'était justement la liste, mais très rapide, des droits qui sont bafoués par le gouvernement de Pierre Nkurunziza. C'est évidemment la liberté d'expression, c'est la liberté d'information, avoir accès à la multiplicité des sources d'information, c'est un droit. C'est la liberté de la presse. La presse a le droit plutôt des citoyens ou des individus ont le droit de créer des entreprises de presse, de diffuser
de créer des radios, des télévisions. Cet endroit, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un privilège, cet endroit. Et puis, lié à ça, évidemment, le droit, la liberté d'entreprendre. Au Burundi, aujourd'hui, quand vous entreprenez, que vous créez une entreprise médiatique, le gouvernement vous dit non, la liberté que vous avez vous autorise à créer un média, mais un média qui est favorable à mes opinions. Donc ça, ce sont les droits fondamentaux qui ont été bafoués, qui ont été complètement relégués à la poubelle. Le troisième point que je souhaiterais partager avec vous, c'est une réflexion sur la mascarade judiciaire qui est en cours aujourd'hui au Burundi. Il y a une commission de magistrats qui a réuni des éléments, et ces éléments aboutissent à un chiffre absolument faramineux des dégâts que les insurrections, les insurgés auraient causés à ce pays. On ne sait d'ailleurs pas, dans la comptabilité analytique de ces analyses, si les balles utilisées par la police pour massacrer la population, combien ça a coûté à l'État. L'eau des camions pour arroser et disperser les manifestants, peut-être qu'on pourrait savoir combien ça a coûté ces litres d'eau. Donc c'est une mascarade, c'est une parodie de justice, parce qu'on arrive à la conclusion très simple, c'est le troisième point. Je vais juste vous demander d'accélérer un petit peu, sinon on n'aura pas le temps d'écouter la défense, parce qu'on doit rendre la salle à 13h. Tout à fait. Merci beaucoup. À partir de cette mascarade, où Nkurunziza a condamné à mort, en fait, il a condamné à mort des médias, et il se donne maintenant le beau rôle en faisant une enquête soi-disant judiciaire, mais c'est une enquête posthume. Ce sont des médias qui n'ont pas eu le droit à la présomption d'innocence. Ils ont été condamnés parce que, évidemment, ils diffusaient des messages qui ne lui plaisaient pas. Le cinquième point, c'est le dernier. Que faire? Que faire aujourd'hui? Bien sûr, porter plainte devant vous, Monsieur le Président, c'est un honneur, mais c'est aussi un droit, et puis c'est un devoir. Mais je pense que nous devrions faire mieux que résister. Nous devons aussi soutenir les médias, parce qu'il ne suffit pas bien sûr de plaider, c'est une très bonne cause, c'est une très bonne chose, mais les médias sont des entreprises. Il y a beaucoup de personnel, de professionnels des médias qui sont au chômage, qui n'ont plus de revenus. Je crois que le tribunal devrait, Monsieur le Président, prononcer aussi l'obligation de réparer ces entreprises, de redonner des revenus à ces entreprises, de soutenir des radios alternatives, des télévisions alternatives, et de montrer à Pierre Nkurunziza qu'en détruisant la liberté d'expression, il a aussi détruit l'économie des familles, l'économie des individus, et que c'est extrêmement important que le tribunal réclame une réparation en bonne et due forme. Et cette fois-ci, ça ne sera pas la commission des magistrats à sa solde qui feront la comptabilité des dégâts. Je pense qu'on pourrait réclamer une commission internationale qui, clairement, calmement, montre les dégâts que les médias ont subis. Merci, Monsieur le Président. J'espère que ma voix sera plus forte que celle de la défense et que vous condamnerez sans appel le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donc écouter enfin la défense. J'appelle donc Maître Brice Nzamba à venir s'exprimer. Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Messieurs, c'est toujours pas facile de défendre celui dont on parle de tous les attributs du diable. Mais, comme j'ai dit, ça peut parfois être des artifices, et en se rapprochant un peu plus, en ne faisant pas toujours appel à nos émotions, surtout lorsque cela concerne les émotions dans lesquelles on a été éduqué à penser que c'était noble d'avoir de la compassion, que c'était noble que de pouvoir avoir de l'empathie,
c'est tout à fait compréhensible et je dirais même que c'est à féliciter. Mais, Monsieur le Président, moi je souhaite interpeller votre raison, parce que c'est un tribunal et que vous devez donc prendre une décision en vous fiant aux éléments objectifs que chacun fournit, non seulement à l'émotion. Donc, je dirais qu'il y a une supériorité morale de l'ordre sur le désordre. Il y a une supériorité morale de l'ordre sur le désordre qui fait que lorsque des individus se mettent en société, qu'on vienne de vivre ensemble, il est important pour ces individus de confier leur sécurité, la sécurité de leurs biens, la sécurité de leurs personnes à une autorité qui les transcende. Et cette autorité, c'est l'État. Donc il appartient à l'État de veiller à l'ordre, de le rétablir quand l'ordre est troublé. Et c'est en tout cas le rôle qu'on attribue principalement aux États. Et l'histoire du Burundi, Monsieur le Président, est une histoire qui est une histoire de quête de l'ordre. Parce que le Burundi est un pays qui est resté longtemps instable. Il y a eu beaucoup de cas de rébellion, beaucoup d'instabilité, beaucoup de désordre. Et les Burundais, souvent, de temps en temps, s'y retrouvent pour se battre pour émettre de l'ordre. Et récemment, c'est donc les accords d'Arusha qui ont prévu un cadre par lequel les Burundais pouvaient, de façon pérenne et durable, vivre dans l'ordre. Or, il se trouve aujourd'hui en avril 2015, que des personnes, se disant manifestants, avaient décidé de défendre la Constitution, donc issue des accords d'Arusha, qu'ils croyaient, qu'ils prétendaient que cette Constitution était violée par le président Nkurunziza. Moi, je dirais, supposons que donc, ces personnes qui se disaient manifestants aient raison. Parce que moi, je me dis, quand on se bat pour que l'ordre soit préservé, c'est-à-dire que la Constitution soit préservée, que les principes qui organisent la société soient préservés, il me semble que la meilleure manière de défendre cet ordre, c'est de s'inscrire dans cet ordre, c'est-à-dire de respecter les voies légales prévues dans le cadre des institutions pour précisément avoir le titre de manifestant et donc manifester en bonne et due forme, pour montrer précisément qu'on n'est pas comme ceux contre lesquels on se bat, puisqu'on leur reproche précisément de ne pas respecter la Constitution et par conséquent de troubler l'ordre issu des accords d'Arusha. Or, dans les faits, puisqu'il s'agit des faits, d'abord, avant l'émotion, puisque les faits nous instruisent et nous permettent donc de rendre une bonne justice, dans les faits, quand on s'en tient à la loi burundaise qui organise les manifestations, il est prévu que chaque association ou chaque groupement qui souhaite manifester doit au préalable déclarer à la préfecture du lieu où la manifestation doit se produire. Il doit y avoir une déclaration préalable écrite. Dans cette déclaration, il y a un certain nombre de conditions ou d'éléments qui sont exigés. Or, lors des manifestations, ou ce qui est appelé manifestation du 26 avril 2015, les personnes qui ont été interpellées ont avoué, j'ai des témoignages sur moi, où ces personnes disent clairement qu'ils n'ont reçu aucune autorisation, ils n'ont jamais fait de déclaration à la préfecture pour demander à manifester. Donc, dans ces conditions, je pense que si on s'en tient à la loi, Monsieur le Président, on ne peut pas appeler un groupement de personnes dans la rue, en train certainement de revendiquer des convictions, on ne peut pas les appeler de manifestants dans le sens légal de la loi burundaise, puisque pour être manifestant, il faut manifester dans le cadre prévu par la loi. Ça n'a pas été le cas. Donc, à mon avis, si on doit rester fidèle donc, au texte, on ne pourra pas dire que c'était des manifestations. Alors, qu'est-ce que ça peut être alors? Puisque ce n'était pas des manifestations. Et quand on dit qu'on veut défendre un ordre, on ne peut pas se mettre dans la rue de facto, puisque dans une société organisée, tout doit être en droit. Donc, alors, l'article 607 de la loi du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal du Burundi définit le mouvement insurrectionnel comme étant un mouvement collectif qui s'extériorise soit par des actes portant atteinte au pouvoir et aux institutions établies, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage. Alors, nous avons des témoignages que des gens ont, ceux qui se disent manifestants, ils se sont attaqués quand même à la commune de Bujumbura, ils se sont attaqués quand même à des personnes,
et ils ont occupé des voies publiques illégalement. Dans ces conditions, Monsieur le Président, la loi est claire, on est bien en face d'une insurrection. Alors, quel est le rôle d'un État dans lequel se déroule dans son territoire une insurrection? N'est-ce pas de rétablir l'ordre, Monsieur le Président? L'État burundais n'a fait que rétablir l'ordre. Il a rétabli l'ordre de la manière la plus détestable, certes, de la manière la plus critiquable, certes, mais est-ce que c'est le gouvernement burundais qui doit être attaqué ou des individus zélés qui ont outrepassé leurs fonctions ou leur mission légale pour accomplir l'innommable? Alors, moi, je demanderai à votre tribunal, pour terminer, puisqu'on est juste avec le temps et que la défense, malheureusement, ne pourra pas beaucoup développer, je dirais qu'il y a des personnes zélées. On nous a donné l'exemple de ces policiers qui a tiré sur un citoyen burundais. Je doute que ces policiers qu'on puisse prouver que ces policiers avaient reçu un ordre écrit de tirer sur des gens. Ces policiers, dans son âme et conscience, a outrepassé sa mission et a commis un meurtre. Ces policiers doivent être poursuivis pour cela. Il ne s'agit donc pas du gouvernement, mais des individus. Puisque les services de renseignement sont des services d'État. Donc ce n'est pas l'État burundais qui est en cause, ce sont des personnes, certainement, qui ont outrepassé leur mission, qui ont commis des actes détestables et qui doivent donc répondre à ces actes. Je terminerai en disant que dans sa sagesse, en tout cas l'accord d'Arusha a prévu le cadre de règlement de conflits au Burundi, puisque le président Nelson Mandela nous a montré le chemin. Le président Nelson Mandela, à la sortie de sa prison et quand il a pris le pouvoir, il n'a pas saisi la CPI. Il a mis en place une commission Vérité et Réconciliation pour s'inscrire dans le cadre d'une synthèse entre deux contradictions et assurer l'harmonie. Et l'accord d'Arusha prévoit précisément que pour la sortie de crise au Burundi, je ne sais pas, lapsus peut-être, voilà, je voulais dire que pour la sortie de crise au Burundi, de se fier, de mettre en place la commission Vérité et Réconciliation pour que le Burundi puisse se réconcilier avec lui-même et sortir des antagonismes pour s'inscrire dans la synthèse comme nous l'a légué le président Nelson Mandela. J'ai terminé, Monsieur le Président. Bien, vu les conditions d'horaire, il nous semble impossible de rendre un verdict immédiat. Donc, nous préparerons les prochaines sessions à partir d'un verdict qui sera rendu sous peu, qui sera publié, et que nous aurons le temps de formuler dans les meilleurs termes.